Bonjour Pierre. Oui, bonjour Yves. Tu me permets cette familiarité dont je t'ai pas annoncé de t'appeler Pierre? Oh, quelle belle surprise ce matin, Yves. Ben oui, je t'appelle Pierre. Yves, écoute, on va en parler. C'est ta prérogative. Oui. Moi, j'ai envie de t'appeler Yves. Je t'appelle Yves. Toi, tu veux m'appeler... Écoute, ce n'est pas l'appellation. Ce n'est pas l'appellation qui va inciter ou inviter au respect. Tu pourrais très bien être extrêmement disrespectueux ou non respectueux et m'appeler docteur. Comprends-tu? Ben alors, oui. Le fait, et ça nous amène, juste une petite parenthèse, sur l'histoire des professeurs, des enseignantes, qui tiennent mordicus à se faire vouvoyer, espérant ainsi imposer le respect du gamin. Allô, les madames, vous êtes dans le champ. Le respect, là, ça se suscite ou ça s'impose. Oui. Et ce n'est pas par une formule de vouvoiement que vous allez cultiver cette attitude. Vous êtes dans le champ. Alors, ceci étant dit, Yves, je t'écoute. Oui, quand t'as dit quelque chose que j'aimais bien. T'as dit quelque chose que j'aimais bien, Pierre. Le respect, ça se suscite, ça se quémande pas. Non. Non, puis quand tu l'imposes, ce n'est plus du respect, c'est un rapport dominant-dominé, puis j'ai pas de problème avec ça. C'est de l'imposition. Avec un truand, la police a avantage à imposer le rapport dominant-dominé, peu importe comment le truand appelle le policier. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un me vouvoie qui va être nécessairement respectueux ou plus respectueux. Voyons! C'est quoi ces maudites niaiseries-là? Hey, le retour au vouvoiement pour que les élèves deviennent respectueux envers les enseignantes. Allô, Yves? Qui sait le craquer, la craquepote un matin qui a eu cette idée saugrenue? T'obliges pas, tu obliges au respect. Tu l'amènes pas de son naturel. Donc, t'es en train de fausser. Non, c'est de la merde. Tu le témoignes. Alors, oui. Si t'es respectueux avec moi, il y a beaucoup plus de chances que je le sois avec toi. Maintenant, ce n'est pas parce que je te connais. T'es respectueux avec moi que je vais nécessairement l'être avec toi, par exemple. Non. Alors là, il faut que tu aies un plan B. Et voilà. Pierre, oui, je vis quelque chose en fin de semaine, puis je me suis immédiatement rattaché à toi sur les choses que tu as pu apporter. D'abord, de préambule, c'est pas pour avoir ton crédit, il est inachetable. C'est impossible de pouvoir te caresser l'ego et en retour de ça d'attendre. À très haut prix. Ouais, c'est ça, exact. Je t'ai déjà entendu dire à quelqu'un, vous le vouliez, mon commentaire, vous avez payé pour, ben le voilà, puis fourrez-vous-le où ce que vous voulez. C'est lui, mon commentaire. J'ai ri, ça n'a pas de bon sens, mon chum Louis Arcan. C'est pas mon chum, je le dis comme ça, parce que c'est usuaire dans la phrase du Lac-Saint-Jean, Louis Arcan. J'ai tellement ri, Pierre, ça se peut plus, t'étais hyper divertissant. Surtout quand les gens veulent pas comprendre ce que t'es en train de dire, tu t'amuses encore davantage. T'es espiègle, faut te watcher, tu sais. Pierre, en fin de semaine, une dame qui... je dois être un peu... faut que j'y aille à tâtons parce que c'est dans mon entourage très près, mais je sais que tu vas deviner ce que je veux dire. Une mère, je te dirais d'expérience, qui est avancée dans les 70 ans, n'a pas trop le choix de porter aide à une fille qu'elle a, et elle aussi, elle est mère. Donc, elle hérite un peu de ses enfants et elle les a avec elle régulièrement pour essayer de donner un coup de main à sa fille qui, dans son devoir de mère, en raison de différentes conditions dont je ne vais pas discuter, a de la misère à faire la job. Elle en a trop. Jusque-là, c'est très clair. Bon. Alors, il s'agit d'une grand-mère qui aide sa fille avec ses enfants parce qu'elle n'arrache. Bon, pour X raisons. Oui. Et alors, là... elle a de la misère. La fille de la dame âgée, la fille de la grand-mère, a de la difficulté à être une bonne mère. Ben... Exact. Et un de ses enfants, un petit enfant, un des petits enfants, a une forme de difficulté. Il semble pas être enjoué, il semble pas avoir une vivacité dans les réponses. Il est pas là, il est absent. Finalement, il consulte et il aborde pas encore le 12 ou le 13 ans. Et on diagnostique chez lui, semble-t-il,
une véritable dépression. Et là, je me suis dit, est-ce possible? Ça vient de où? Est-ce que l'enfant qui a 12 ans et 13 ans, peut-il être diagnostiqué dépressif? C'est ma question. C'est très rare. Bon, de prime abord, là, c'est très rare que la maladie dépressive touche les enfants. Cependant, il y a énormément d'enfants malheureux. Alors, est-ce que c'est un enfant qui est... Au lieu de parler de dépression, si on se demandait d'abord, est-ce que c'est un enfant malheureux? Est-ce que c'est un enfant qui pourrait être atteint d'une touche d'autisme? Est-ce que c'est un enfant qui pourrait être désavantagé sur le plan du quotient intellectuel, c'est-à-dire déficient léger, et qui en arrache partout? Parce qu'il n'y a personne qui dit ça, mais ceux qui sont désavantagés, qui ont un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, par exemple 80, 85, 75, 70, ils en arrachent en pas pour rire, Yves. C'est pas drôle d'être désavantagé sur le plan du quotient intellectuel. Et, chers auditeurs, n'oubliez pas que le quotient intellectuel moyen dans notre population est autour de 100. Alors, il y en a la moitié qui sont en bas de 100, puis la moitié qui sont en haut de 100 de quotient intellectuel. Mais si vous êtes dans la catégorie en bas de 100, puis surtout, plus vous vous éloignez là vers le 80, calvaire que vous allez en arracher. À 80, là, vous avez de la difficulté à lire le nom des rues. Ça commence à être pas drôle. À l'école, vous allez en arracher, vous avez de la misère avec les mathématiques, vous avez de la misère avec le français. Alors, il y a ça. Il y a aussi les jeunes qui sont touchés par des troubles déficitaires de l'attention. C'est un trouble neurologique, puis ils ont de la misère à se concentrer. Il y a aussi, quoi qu'en pense le Collège des médecins, des enfants qui peuvent débuter une schizophrénie à 9, 10, 11, 12 ans. C'est relativement rare, mais ça existe. Alors là, je t'ai brossé un petit peu ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire les différentes conditions, un peu par ordre de prévalence, c'est-à-dire par ordre de fréquence. Tu as d'abord les enfants malheureux, ensuite tu peux avoir un autisme, tu peux avoir un trouble déficitaire de l'attention, tu peux avoir un déficient. Alors, d'où, là où je vais en venir, Yves, l'importance de bien évaluer ce jeune-là. Première question, est-ce qu'il a été bien évalué? Ma première réponse serait gros doute. Pas fin un matin, hein? Non, je tends à abonder dans ton sens, mais je peux pas prétendre... Combien de temps a passé l'évaluatrice qui a fait le diagnostic de cet enfant-là? Es-tu au courant à peu près combien de temps ça lui a pris avant de sortir un diagnostic de dépression? J'ai aucune idée de ça. La seule chose que j'ai, c'est la tristesse dans le cœur de la personne qui exprime ce qu'elle a entendu. Elle est très triste de ça parce qu'elle ne le veut pas. C'est du bon monde, Pierre. Oui, ça peut être du bon monde. Oui. Il y a du bon monde régulièrement qui ont des enfants autistes, qui ont des enfants déficients. Oui. Tout ça existe. Et il y a du bon monde. Il y a du bon monde, là, en parenthèse, qui peuvent générer beaucoup de tristesse chez un enfant. Mais là, j'ai bien dit bon monde, entre guillemets. Oui. On se comprend. Oui. Ma question venait également dans le... Parce que je peux pas jouer à ça, je peux pas jouer à la compétence vis-à-vis ça. C'est le néant pour moi et je n'ai que des impressions. Je me dis que le moteur d'une réussite puis d'une évolution prometteuse, c'est un peu ce que je t'avais écrit pour un enfant, c'est la confiance. Puis moi, ma question, c'est de 0, allons jusqu'à 16 ans, il y a beaucoup de marge d'évolution là-dedans. Est-ce que la confiance dans l'âme, dans l'individu, dans le bébé, dans l'enfant, elle est acquise génétiquement parlant, ou encore elle va se construire de par les événements qui vont constituer l'existence d'un enfant? Je te dirais plutôt la deuxième partie de ton énoncé. Alors, la confiance d'un enfant va plutôt se construire, mais il y en a qui ont génétiquement plus de tendance à être confiants et d'autres plus tendance à être méfiants sur le plan génétique. Bon, maintenant, sous question, ça commence où, ça, la confiance, Yves, d'après toi? Une réaction spontanée et naturelle en ce qui me concerne.
jeune... Une réaction spontanée et naturelle. Oui, jeune, on me lançait un défi et je me garochais dedans sans hésitation. Non, ça peut être à ne pas confondre avec l'impulsivité. C'est peut-être que ta réaction était simplement impulsive, non réfléchie, rien à voir avec... Il y a des enfants qui ont comme trait de caractère d'être très impulsifs. On confond ça avec la confiance. OK. J'étais pétulant, très jeune. Oui, mais OK. Regarde, la confiance en soi part de la confiance dans l'autre. OK. Oh, pas évident matin, hein? Non, c'est bon. La confiance dans l'autre, ça part où? Ça part dans le bébé qui tète sa mère. T'as toujours dit ça et je t'ai toujours accordé raison. Il y a un lien essentiel. Ouais. La confiance vient de l'autre. Le petit bébé qui est bien accroché aux mamelles de sa mère. La mère, elle est fine avec, elle est affectueuse, elle est nourrissante, elle l'allaite bien, elle donne son bain, elle la chouchoute. Le petit bébé, là, il sourit sans l'art, puis tu vois le rire, là, il est gavé. Ça, c'est le début de la confiance dans l'autre. Ses petits besoins de base sont répondus, il est calme, et dans son petit cerveau, ses petits neurones poussent comme il faut. Il n'est pas inquiet. Il n'est pas insécure. Alors, il est calme, il est rassuré, et il est sécure. Grâce à l'autre, avec un A majuscule. Ouais. Je t'explique. C'est le départ, c'est pas moi, c'est Erickson. Là. Ceux qui pensent que Mayou vient d'inventer des théories, non. Pas du tout. Ça, c'est les théories de développement psychosocial de Erik Erikson, jamais été contesté. Alors, c'est la confiance de base. En anglais, basic trust. Ouais. Puis si le basic trust se produit pas, si vous prenez le bébé, puis vous le crissez dans une garderie, puis qu'il y a 3 ou 4 bonnes femmes qui ont le derrière, qui ont de la misère à rentrer entre les barreaux d'une chaise, là, qui ont des gros derrière, qui bougent pas souvent. Votre bébé, le basic trust, il l'aura pas. Ouais. Alors, quand je dis bébé, moi, c'est 0-2 ans. Oui. Alors, mesdames, vos bébés, là, ramassez-les, parce que ça va faire des petits méfiants, ça va faire des petits insécures, ça va faire des grands méfiants plus tard, ça va faire des grands insécures. Donc, il y a une cause à effet inévitable de Pierre qui est reliée directement à la liaison de la mère et de son petit. Moi... Inévitable. Inévitable. Bon, prends 2 situations. C'est pour ça que je dis que Pauline Marois a commis un crime contre l'humanité québécoise. Elle a commis un crime contre l'humanité en invitant les mères à aller domper des bébés dans des garderies d'État. C'est un crime contre l'humanité. Parce que ça va affecter presque tous les enfants, la vaste majorité de ces petits bébés-là, pour toute leur vie, dans toutes leurs relations, ou la plupart de leurs relations, particulièrement les relations intimes. Ils ne seront pas capables de rapprochement, ils ne seront pas capables de se sentir sécures avec un partenaire de sexe opposé. Ils vont être constamment dans le doute, parce que ce doute-là va avoir été instillé par l'éducatrice au derrière l'âge de la garderie d'État. Oh, c'est pas fin ce que je dis à matin. C'est pas fin, mais tu l'as dit pareil. Je caricature, là. Je le sais. Mesdames, mais Mesdames. moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est le poids moyen des éducatrices de garderie. C'est-tu une obligation qu'elles aient à peu près toute le derrière l'âge? Mais Caroline, ça se pourrait-tu qu'il y ait une éducatrice de garderie d'État qui est une belle femme? Oh, Mayou, tu devrais pas m'interviewer. Non, parce que je vais me clencher. Je sais. D'ailleurs, les gens sont inquiets autour et voilà, c'est la liberté d'expression. Tu es en train de l'avilir, Pierre. C'est possible que dès qu'on a une grosse qui est pas trop fonctionnelle, elle devient éducatrice dans une garderie d'État. Je veux t'amener... Je dis pas, attention ici, là. Parce que mes propos sont souvent un peu exagérés. Il y a des femmes extraordinaires qui peuvent être des éducatrices de garderie. Mais, si on fait une moyenne, calvaire, ça se pourrait que j'ai raison, Yves. Et c'est ça qui me fait suer. J'aimerais mieux me tromper. Je t'amène sur un plan qui est à la suite de celui-là. J'assiste... Et puis, jadis, je suis pas tellement vieux, j'ai 51 printemps. J'ai 51 printemps. J'étais jeune.
J'ai vu les réactions autour de moi des enfants. J'ai vu mes neveux. J'ai vu comment ça marchait, à la fois dans ma famille, dans mon quartier et ailleurs. Oui. Je vois quelque chose en fin de semaine, une mère, avec un petit enfant qui n'a pas passé le cap du 3 ans, mais Pierre, qui y pète une de ces crises qu'un adulte a peine à faire s'il veut limiter, mais une vraie crise. La véritable crise de Bacon qui, à mon époque, aurait difficilement duré plus de 20 secondes parce que la sévérité qui m'entourait m'aurait donné le choix entre continuer d'exister et stopper ma crise ou m'arrêter là et continuer à faire ma crise, tu vois? Et j'ai vu là-dedans une attitude qui était une attitude de compensation. Un enfant qui probablement était à la garderie à la longueur de semaine et pour compenser l'absence, maman achetait par toutes sortes de petits cadeaux. Et quand maman dit là, il n'y a plus de cadeaux parce qu'on est au bout de la série de cadeaux compensatoires, eh bien la petite pète sa crise. Un déséquilibre flagrant, puis ça va de pair avec ce que tu viens de me raconter. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Alors oui, le tableau que tu viens de présenter et ton hypothèse explicative tient la route et est probablement l'explication dans bien des cas. Cependant, il y a des enfants qui peuvent avoir été bien parentés, bien maternés, et qui peuvent être criseurs, qui peuvent faire des crises plus facilement. Parce que ça peut être des petits-enfants, garçons et filles, très réactifs. Bon, ils tolèrent moins les frustrations que d'autres, mais généralement, cet âge-là, t'es prends, t'es serres un petit peu, puis bon, tu dis, OK, on se calme, là. Ou bien, tu les amènes pas trop dans les endroits où ils ont tendance à faire des crises. Soit au magasin, ou tu dis, OK, c'est correct, tu reviendras quand tu seras un peu plus vieux. C'est pas plus grave que ça. Non. On n'en fait pas un plat. Mais il y avait un incontrôle et une incapacité à la mère à la contrôler. Oui, ça, c'est intéressant. Elle était incapable de la contrôler. C'est vraiment difficilement contrôlable. Oui. Ou si tu as assisté à exactement ce que j'ai mentionné, une mère qui a dompé son enfant dans une garderie, qui l'a confié à des tiers et qui ne sait pas quoi faire. Sais-tu pourquoi qu'elle ne sait pas quoi faire? Calvaire, elle ne connaît pas son enfant. Voilà. Il faudrait que ce soit l'éducatrice qui vienne. Voilà. Elle ne connaît pas son enfant. Elle ne l'a pas accompagné dans son développement quotidien. C'est pas à 6h30, à 6h, 6h30 le soir, lorsque vous avez l'enfant et dompé dans la garderie depuis 7h le matin, que vous allez connaître votre enfant. Jamais, Yves. Ces femmes-là sont condamnées. Alors, les femmes, les mères qui vont domper des bébés de 9 mois, 8 heures, 9 heures par jour dans une garderie, particulièrement une garderie d'État, sont condamnées inévitablement à ne pas connaître leurs enfants, à ne pas avoir ce lien. Tu sais, la mère, l'enfant, bon, l'enfant commence une crise, la mère, on le frappe, viens à bas, c'est assez. Mais elle n'a pas eu besoin de frapper dessus. Il y a un lien. L'enfant la regarde, puis il dit, OK, maman. Parce qu'il y a une confiance de l'enfant dans son caretaker, dans son adulte nourricier. Alors, tu as assisté à une triste scène où l'adulte n'était pas rassurant pour l'enfant, n'était pas un adulte nourricier. Alors, il y a de bonnes chances que ce soit ça. Et tout en gardant en filigrane qu'il y a des enfants difficiles. Oui. Puis, je te dirais pas que c'est la méthode à employer, mais ce que moi, j'ai connu de mon enfance, c'est qu'il n'y avait pas une marge de négociation très élevée entre la partie directrice et les enfants. Je veux dire, entre ma mère, il y avait des règles et elles étaient très strictes. Donc, la négociation était presque inexistante. Non, c'est pas nécessairement une bonne idée, là. C'est même respectueusement pour ta mère. Oui. Tu sais, il y a des femmes qui sont insécures et qui vont augmenter l'autorité, le rapport dominant-dominé pour se sécuriser, pour avoir une sensation de contrôle sur les enfants. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus correct. Tout ça pour te dire... Alors, là-dessus, Yves, ça a laissé certaines marques chez toi, probablement, et qui a pu être compensé par un autre adulte qui était plus souple. Alors, ça peut être une tante, ça peut être le père, un oncle, une tante, un grand-parent, qui va être plus souple et
le petit Yves réalise que, ouais, maman là-dessus, là, c'est peut-être pas sa meilleure, il y a une autre attitude possible, et l'enfant conserve la confiance dans l'adulte, dans l'autre, avec un A majuscule, parce que la mère, elle a une faiblesse là-dessus. Tu comprends? Très bien. Elle est un peu sévère, mais il y a d'autres adultes qui font le pendant, puis qui relativisent. C'est pour ça qu'on dit, Yves, ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend beaucoup de monde autour des enfants. Du bon monde autant que possible. Pierre... Parce que personne n'est parfait, mais quand quelqu'un est un petit peu trop imparfait sur un point, il y a un autre adulte qui peut compenser ou donner ou fournir une espèce d'image légèrement différente et non pas unique au portrait dressé par la mère ou par le père. Je veux t'amener faire un autre petit tour dans ma chaloupe. Oui. Et puis, on prend ma chaloupe, on fait un petit tour encore. L'enfance. Oui. Et les différences dans les situations. Parce que toi puis moi, tantôt, on parlait, puis je te disais, est-ce que les événements vont bâtir une personnalité puis la confiance au fil de l'existence? Je suis, par exemple, dans un cadre extrêmement idéal, où j'ai un rapport avec ma mère qui est optimale, je peux pas avoir plus que ça. J'ai un père qui amène la sécurité à la mère, qui la retransmet à l'enfant. Oui. Et j'aurai un enfant discordant avec une vie remplie de fange et épivardé. Et ailleurs, je m'en vais à Louisville, dans le Kentucky. Je viens au monde en 1942, dans le cœur de la ségrégation, où dans mon quartier, pour pouvoir survivre, faut faire n'importe quoi. Et pourtant va sortir de là le plus illustre bonhomme que la planète ait connu en matière de confiance, qui est Mohamed Ali, qui me dit et qui dit « I'm the greatest of all time! I'm the greatest of all time! » On n'a jamais vu quelqu'un aussi confiant de lui-même. Il a enseigné à la planète au complet que d'abord et avant tout, une bonne façon d'exister, c'était de croire en son monde puis en lui. Et pourtant, il vient d'un milieu complètement défait, brisé, père alcoolique, mère absente, tout ce que tu voudras. Lui, il avait le pire entourage pour essayer de progresser dans des bonnes conditions, puis pourtant... Mais regarde, Yves, je t'arrête là. Oui. C'est que Cassius Clay, que j'ai déjà rencontré dans un ascenseur chanceux à New York, le père était alcoolique, la mère était absente, mais avec les corritures qu'il avait physiquement, sa structure athlétique, il y a quelqu'un qui l'alimentait. OK. Oui. Alors là, je regrette le tableau du père alcoolique puis de la mère absente. Non, c'est pas un enfant qui a été négligé, ils sont au moins sur le plan alimentaire. Alors, qui préparait les repas? Qui fournissait l'apport affectif? T'sais, soyons prudents avec les pères alcooliques, mères absentes. Qui c'est qui a pris en charge Mohamed Ali quand il était jeune? Écoute, c'est un gars qui a une grande gueule, je veux bien. Oui. Il nous dit peut-être pas tout. Il y a peut-être une grand-mère ou un grand-père, quelque part, qui étaient des personnes adorables. Alors, il y avait deux maudits crétins comme parents, mais avec quelqu'un d'extraordinaire qui était tout proche. C'est peut-être ça qu'il nous a pas dit, là. Parce que ce gars-là, là, pour se développer sur le plan athlétique comme il l'a fait, sacrément, il a eu de la bonne nourriture quand il était jeune, là. Et relever les défis. Tu peux pas faire confectionner un athlète physique comme Mohamed Ali, un des plus grands athlètes qui a jamais existé au monde, sans l'avoir alimenté comme du monde et de façon quasi parfaite quand il était jeune. Voyons. Mais d'accord avec moi que ce fut pas l'attention presque. Ce que je veux dire, Pierre, c'est que je te... Alors, je vais répondre ceci, parce que là, je vais devoir te quitter bientôt. Ah non, mais va-t'en pas. Yves, un enfant n'a pas besoin de sa génitrice et n'a pas besoin de son géniteur. Est-ce que tu savais ça? Le trou dans lequel il est sorti, là, il n'a pas besoin de cette bonne femme-là. Pas en tout. Puis celui qui a déposé sa graine là, dans le vagin de la génitrice, là, il n'a pas besoin de ce gars-là. Un bébé, ça a besoin d'une femme maternante. Qui qu'elle soit. Pas 10, une. Une qui va s'atteler à la tâche, qui va faire sa job sur plusieurs années. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être une dame qui aime les enfants et qui le prend à chaque jour. Ça peut être la grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être n'importe qui. Il n'y a pas un bébé qui a besoin de sa génitrice. Est-ce que tu savais ça? Je te crois. Il a besoin d'une femme maternante. Oui. Maternante. Alors,
Mohamed Ali, on s'en maudit-tu? Il y a eu une folle comme mère et puis un père alcoolique. Il aurait été bien materné quelque part. Je peux t'assurer qu'il y a quelqu'un qui a pris ce petit bébé-là, qui y a fourni les soins optimaux. La nourriture, l'affection, écoute, il peut pas se développer comme ça dans un vacuum avec des crétins. Oublie ça. Je suis en train de me dire si des fois il n'y avait pas d'existence préconçue, Pierre, que peu importe ce qui t'entoure, quand t'es. Alors, un peuplier pourra jamais devenir un bouleau, puis un orange qui est né orange d'une graine d'orange pourra jamais être une cerise. Oui, je suis d'accord, mais non, les êtres humains, surtout avec des structures athlétiques, de caractère comme il y avait, c'était de la bonne graine génétique. Oui, ça oui. Alors, même si tu peux avoir 2 parents crétins qui engendrent un génie, tu sais ça? Alors, ça existe. Tout existe dans la nature. Alors, c'est un individu qui, génétiquement, était extrêmement doué. Pierre... Alors, il a eu un cadeau, lui, sur le plan génétique en partant, et compte tenu de ce qu'on a observé pendant sa vie, écoute, ce type-là, il y a quelqu'un qui l'a pris en charge, mais on sait pas, il nous a jamais dit qui. Pierre, je dois te dire, vu que tu dois nous quitter, que tes interventions sont appréciées, alors ça va de pair avec ce que je disais. Je comprends pas pourquoi on t'a exclu et repoussé. J'ai un paquet de... Sûr, on en parlera, mais j'ai ma petite idée. J'ai un paquet de courriels. Avec les propos que j'ai tenus lorsque je dis ouvertement que Pauline Marois a commis un crime contre l'humanité en incitant les mères à domper les bébés, les 0-2 ans. Pas les 3-4 ans, non. Les 0-2 ans, parce que elle a commis un crime contre l'humanité avec les bébés, mais par contre, un très bon coup pour les 3-4 ans qui viennent des familles monoparentales ou enfants uniques. C'est bizarre pareil. Alors, le même geste est à la moitié épouvantable et la moitié très bon. Ouais. Je termine en disant que tes interventions sont appréciées et qu'on me demande ton retour à chaque semaine inévitablement, Pierre. Donc, j'accepte jusque-là. Oui, je sais jusque-là. Avec le cachet extrêmement élevé que tu me verses. Il est hallucinant, mais remarque la sincérité et le bon vouloir et la bonne volonté et l'amusement aussi à l'intérieur de ça, mais surtout la compréhension de l'exercice. Admets-le. Pierre, je te salue, et puis maudit qui est intéressant est encore un commentaire que je lis en live, je te l'ai partagé d'ailleurs. On se reparle dans la mesure de ta disponibilité, c'est toujours agréable, puis j'en retire beaucoup de plaisir. Salut Pierre. Bye. Merci infiniment.